Le 16 janvier 1943, le SS Schenectady reposait paisiblement à quai dans le port de Portland, dans l'Oregon. C'était un tout nouveau Liberty Ship, à peine âgé de 10 semaines sorti récemment des chantiers navals Kaiser. Aucune menace ennemie ne le guettait, aucune tempête ne malmenait sa coque. Le matin était calme, l'eau immobile. Puis sans le moindre avertissement, un craquement sec retentit à travers le port. En quelques instants, le navire se fractura complètement en deux. La coque se fendit du pont à la quille, comme tranchée par une lame invisible. Les marins se précipitèrent, tandis que la proue et la poupe s'affaissaient en sens opposé. Le dos du navire s'était brisé alors qu'il était solidement amarré au quai. Le Schenectady n'était pas un cas isolé. Ce même hiver, le SS John P. Gaines se disloqua en pleine mer calme. Le SS SO Manhattan, un pétrolier de type T2 construit selon des méthodes identiques, se fissura si gravement que son équipage abandonna le navire dans la panique. Entre 1943 et 1944, plus de 2500 Liberty Ships signalèrent de graves défaillances structurelles. Fissures dans la coque, fractures du pont, ruptures catastrophiques. Au moins 19 d'entre eux se brisèrent entièrement en deux. 3 disparurent simplement en mer, se désintégrant si vite qu'ils ne purent même pas envoyer de signal de détresse. Ce n'étaient là pas des pertes dues à la guerre. Ces navires semblèrent se suicider eux-mêmes. Les États-Unis avaient misé tout leur avenir maritime sur le programme des Liberty Ships. Après que Pearl Harbor eut plongé l'Amérique dans la guerre totale, la nation avait un besoin désespéré de cargos des centaines et très vite. La construction navale traditionnelle exigeait 8 mois par navire. La commission maritime ne pouvait attendre aussi longtemps. Henry Kaiser, un industriel qui n'avait jamais construit de bateau auparavant, fit une promesse audacieuse, produire en masse des cargos construits comme des automobiles sortant des chaînes d'assemblage en quelques semaines, plutôt qu'en plusieurs mois. Ces chantiers navals de Richmond, en Californie, mirent en œuvre des techniques révolutionnaires. La soudure remplaça le rivetage. Les sections préfabriquées remplacèrent la construction pièce par pièce. La logistique de la chaîne de montage fut directement empruntée aux usines automobiles de Détroit. À la fin de 1942, les chantiers de Kaiser lançaient des Liberty Ships en 42 jours en moyenne. La machine de propagande célébra ce miracle industriel. Les actualités filmées montraient des Rosie the Riveters, bien qu'elles fussent désormais des soudeuses, transformant des plaques d'acier en navires de mer à une vitesse inimaginable. Le SS Robert E. Peary établit un record en novembre 1942, construit en seulement 4 jours et 15 heures du début de la quille, jusqu'au lancement, un exploit que toute l'Amérique acclama. Le tonnage allié jusque-là décimé par l'émeute de sous-marins allemands retrouvait enfin des renforts affluant vers l'Atlantique. Puis les navires commencèrent à se briser, non pas à cause de torpilles ou de tempêtes, mais spontanément, de manière catastrophique, dans des conditions qui auraient dû être routinières. Les architectes navals étaient déconcertés, les soudures semblaient solides, l'acier respectait les normes. Les plans provenaient de modèles britanniques éprouvés. Pourtant, les Liberty Ships se fracturaient, comme des tasses en porcelaine. Les fissures apparaissaient souvent au coin vif, autour des trappes de chargement, des affûts de canon aux angles carrés de la coque. Dès qu'une fissure naissait, elle se propageait à travers les plaques soudées à une vitesse terrifiante, parcourant parfois toute la longueur d'un navire en quelques secondes. La commission maritime convoqua des enquêtes d'urgence. Les métallurgistes examinèrent les sections défaillantes au microscope. Les ingénieurs révisèrent les calculs de contraintes. Les inspecteurs navals rampèrent à travers les ouvertures avec leurs instruments de mesure. Tous cherchèrent le coupable acier, de mauvaise qualité, soudure défectueuse, erreur de conception, contrôle insuffisant. Pendant que les comités débattaient, les navires continuaient à se fendre. Les marins terrifiés craignaient leurs propres bâtiments.
sachant que la coque sous leurs pieds pouvait se déchirer sans avertissement dans les eaux glacées de l'Atlantique. Le miracle de la production de masse s'était mué en cauchemar maritime, et personne ne pouvait expliquer pourquoi les navires construits à une vitesse record échouaient eux aussi à un rythme record. La réponse vint de la source la plus inattendue, une simple soudeuse sur la chaîne de montage qui n'était pas censée remettre en question les décisions des ingénieurs. Bessie Hamill travaillait de nuit dans le chantier Enero 3 de Kaiser à Richmond. L'une des milliers de femmes entrées dans les chantiers navals après le départ des hommes pour le front. Elle soudait des sections de coques depuis 8 mois, assez longtemps pour remarquer ce que les ingénieurs apparemment n'avaient pas vu. Chaque nuit, elle observait son équipe, souder d'immenses plaques d'acier selon une séquence qui n'avait aucun sens mécanique. Hamill voyait les soudeurs commencer par les bords des plaques et progresser vers le centre, ou bien entamer une longue couture à une extrémité et la poursuivre d'un trait jusqu'à l'autre. À mesure que chaque soudure refroidissait le métal, se contractait tirant et déformant les plaques. Elle voyait les tensions s'accumuler, observait l'acier se tordre sous la chaleur de son chalumeau. Lorsque les soudeurs terminaient une section et passaient à la suivante, ils verrouillaient en fait ces contraintes à jamais dans la structure. C'était comme serrer les boulons centraux d'une roue avant de fixer ceux des bords, une recette d'instabilité et d'échec. Son contremaître rejeta ses inquiétudes. Elle n'était qu'une soudeuse, pas une ingénieure. La séquence venait du service d'ingénierie des hommes diplômés en architecture navale. Mais Hamill persista. En novembre 1943, elle demanda une réunion avec les superviseurs du chantier, brisant ainsi la chaîne hiérarchique, un geste qui aurait pu lui coûter son emploi. Elle apporta des échantillons des plaques d'essai qu'elle avait soudées sur son temps libre, selon des séquences différentes. Certaines montraient des déformations visibles et des tensions apparentes. D'autres soudées du centre vers les bords, selon une séquence soigneusement planifiée, restaient planes et stables sans distorsion notable. Les superviseurs sceptiques, mais intrigués, acceptèrent d'observer la chaîne de production pendant son service. Ce qu'ils virent confirma ces observations. Les soudeurs, sans le savoir, torturaient littéralement l'acier, l'obligeant à supporter des contraintes qu'il conserverait tout au long de sa vie de service. Chaque soudure, en refroidissant, créait une tension résiduelle dans le métal. L'ordre de construction signifiait que ces contraintes internes s'accumulaient et se concentraient à des points précis, notamment au coin des ouvertures de trappes et autres zones de concentration de contraintes. Lorsque ces navires atteignaient les eaux froides de l'Atlantique Nord, l'acier devenait cassant. Les tensions résiduelles enfermées dans la structure, combinées à cette fragilité, créaient les conditions parfaites pour une fracture catastrophique. L'intuition de Hamill était d'une élégante simplicité, soudée depuis le centre des sections vers l'extérieur, afin de permettre aux contraintes de se dissiper vers les bords, plutôt que de se concentrer au milieu. Alterner les points de soudure pour éviter l'accumulation de chaleur en un seul endroit. Ne jamais réaliser de longues soudures continues, mais utiliser une séquence équilibrée répartissant uniformément les tensions de refroidissement. Ce n'étaient pas des théories métallurgiques révolutionnaires, mais des observations pratiques d'une femme qui travaillait chaque jour la matière, sentait le métal se mouvoir sous son chalumeau et comprenait les conséquences de ses gestes. En décembre 1943, ces observations parvinrent jusqu'à Henry Kaiser lui-même. Il se retrouva face à un choix brutal. Le programme des Liberty Ships était déjà sous le feu du Congrès à cause de l'épidémie de fissures. Reconnaître que la séquence de construction et non la qualité de l'acier ni l'intégrité des soudures était la cause fondamentale revenait à admettre que chaque navire déjà construit comportait des défauts systémiques inscrits dans sa coque. Cela signifiait ralentir temporairement la production pour requalifier des milliers de soudeurs, redessiner tout le processus d'assemblage. Mais cela signifiait aussi qu'on pouvait peut-être résoudre la crise des fractures,
qui menaçait de saper toute la logistique maritime américaine. À son crédit, Kaiser n'hésita pas. Il autorisa immédiatement des essais fondés sur les théories de Hamel, retirant une section entière de coque de la chaîne de production pour une reconstruction expérimentale. Les métallurgistes et ingénieurs qui avaient passé des mois à analyser les navires défaillants se retrouvèrent à recevoir des instructions d'une soudeuse de nuit qui n'avait jamais mis les pieds dans une salle de cours universitaire. Les résultats des tests furent à la fois accablants et révolutionnaires. Lorsque les métallurgistes de Kaiser comparèrent des sections de coque construites selon les séquences traditionnelles et celles issues des méthodes de Hamill, la différence fut mesurable et spectaculaire. Les jauges de contraintes résiduelles indiquèrent que les soudures classiques portèrent des tensions internes dépassant 30 000 livres par pouce carré au point structurel critique, tandis que les sections soudées selon la séquence de Hamill répartissaient ces contraintes sur des zones plus vastes avec des pics à peine supérieurs à 12 000 PSI. L'acier était identique. Les soudures chimiquement indistinguables, seul l'ordre des opérations avait changé. Et pourtant, l'intégrité structurelle s'en trouvait améliorée dans des proportions que les ingénieurs refusaient d'abord de croire. La physique derrière ces défaillances devint enfin claire. L'acier n'est pas un matériau statique, c'est une structure cristalline qui réagit dynamiquement aux variations de température. Lorsqu'un soudeur fait passer sa flamme le long d'un joint, il crée une zone de chaleur localisée dépassant les 2500 degrés Celsius. Le métal se dilate fortement dans cette zone. En refroidissant, il se contracte, mais l'acier froid environnant empêche cette contraction. Le résultat est une contrainte de traction résiduelle verrouillée de façon permanente dans la structure, à moins que la séquence de soudage ne permette à la tension de se redistribuer. Les Liberty Ships souffraient de ce que les métallurgistes appellent à la propagation de fractures fragiles. L'acier utilisé pour leur coque, un acier carbone de qualité navale, se comportait correctement dans les eaux tempérées, mais subissait une transformation critique dans les eaux quasi-glaciales de l'Atlantique Nord. En dessous d'environ 42 degrés Celsius, la ductilité de l'acier s'effondrait. Normalement, un métal absorbe la contrainte en se déformant légèrement, en pliant plutôt qu'en cassant. Le métal froid perd cette flexibilité, il devient cassant ressemblant plus à du verre qu'aux matériaux robustes travaillés dans les chantiers de Californie au climat doux. Lorsque l'acier fragile rencontrait une contrainte résiduelle, concentrée à un angle vif, comme le bord carré d'une trappe de chargement, la physique prenait le dessus avec une efficacité brutale. Une fissure microscopique se formait. Dans un acier ductile, cette fissure se serait arrêtée, absorbée par la capacité du métal à céder. Dans un acier fragile sous tension, la fissure devenait une fracture fulgurante. L'énergie stockée dans ces contraintes résiduelles alimentait la propagation. Les coins aigus agissaient comme des amplificateurs de contraintes, multipliant les efforts locaux par 3 ou davantage. La fissure accélérait, dépassant parfois la vitesse du son, dans l'acier traversant la coque, avant que les cloisons ou les cadres puissent l'arrêter. La fracture du SS Schenectady prit tout son sens rétrospectivement. Il avait été construit en plein hiver soudé, selon des séquences maximisant les tensions résiduelles. Sa coque portait des dizaines de millions de livres de contraintes enfermées. Lorsque la température du matin à Portland descendit à 28 degrés Celsius, l'acier devint cassant. La concentration de contraintes à l'angle d'une trappe initia une fissure. Celle-ci trouva un chemin direct à travers les plaques de pont soudées en continu, aucune couture rivetée pour la ralentir, aucun frein de détente de contrainte pour l'arrêter. La fracture consuma le navire en quelques secondes, libérant en une seule déchirure des décennies d'énergie emmagasinée. Les navires rivetés traditionnels ne souffraient pas de ce problème, et la raison expliquait pourquoi la soudure paraissait maudite. La construction rivetée est intrinsèquement discontinue. Chaque plaque rivetée constitue un élément séparé.
Les fissures qui apparaissent dans une plaque atteignent une couture rivetée et s'y arrêtent. Les plaques superposées et les fixations mécaniques créent des arrêts de fissures naturels. Les navires soudés sont des structures continues. Une fissure apparue dans une seule plaque pouvait se propager sans entrave sur des centaines de pièces de soudure. L'efficacité qui rendait les navires soudés plus rapides à construire les rendait aussi vulnérables à des défaillances que les navires rivetés ne pouvaient connaître. Le dessin anguleux des Liberty Ships aggrava encore le problème. Les architectes navals britanniques avaient imposé ces angles droits pour faciliter le chargement des cargaisons. Personne n'avait pris en compte que ces coins internes aigus créaient des concentrations de contraintes multipliant les efforts appliqués par des facteurs énormes. Chaque vague qui faisait fléchir la coque envoyait des pics de contraintes à travers ces coins. Combinés aux tensions résiduelles des soudures et à la fragilité de l'acier, ces angles devinrent des foyers de fissuration, attendant les conditions parfaites pour une défaillance catastrophique. Henry Kaiser comprit ce que les résultats d'essais signifiaient pour son empire industriel et pour l'effort de guerre. En janvier 1944, il prit une décision qui allait soit justifier sa révolution industrielle, soit le dénoncer comme un spéculateur irresponsable, ayant envoyé des milliers de marins en mer sur des navires défectueux. Il ordonna l'arrêt complet de la production des Liberty Ships au chantier numéro 2 de Richmond et détourna les ressources vers une toute nouvelle classe de navires, les Victory Ships. Ce n'était pas une simple modification, mais une refonte fondamentale fondée sur les observations de soudage de Bessie Hamill et les leçons douloureusement acquises inscrites dans les coques fracturées à travers 2 océans. Le pari était colossal. Les Liberty Ships restaient désespérément nécessaires. Les U-boats avaient envoyé plus de 2000 navires marchands alliés par le fond depuis 1939. L'invasion de l'Europe prévue pour les mois suivants exigerait l'opération logistique amphibie la plus vaste de l'histoire. Chaque navire comptait, et pourtant, Kaiser paria qu'il pouvait appliquer le système de soudage séquencé de Hamill, redessiner la coque pour éliminer les concentrations de contraintes, améliorer la qualité de l'acier et, d'une manière ou d'une autre, maintenir des vitesses de production déjà jugées miraculeuses. Ses concurrents le crurent fou. Les enquêteurs du Congrès affûtaient leurs lames, prêts à le crucifier si la production s'effondrait. Les ingénieurs de Kaiser repartirent des points de défaillance. Chaque angle droit du dessin des Liberty fut remplacé par une transition arrondie. Les ouvertures de trappe qui avaient donné naissance à tant de fissures furent redessinées avec de larges rayons, dissipant les multiplicateurs de contraintes qui transformaient les charges normales en déclencheurs de fractures. Les épaisseurs des plaques de pont et de coque furent recalculées, non pour augmenter la résistance, mais pour garantir une répartition des contraintes conforme aux nouvelles séquences de soudure. Les cadres structurels furent repositionnés pour s'aligner sur les points naturels de détente des contraintes plutôt que de s'opposer au schéma de soudage. L'acier lui-même changea. Les métallurgistes de Kaiser spécifièrent un nouvel alliage, doté d'une meilleure ténacité à basse température. La teneur en carbone fut légèrement réduite et celle en manganèse augmentée. De petites adjonctions de nickel coûteuses et rationnées pour le blindage furent justifiées par la démonstration qu'une teneur de 0,25% en nickel améliorait considérablement la résistance de l'acier à la fracture fragile. La commission maritime rechigna devant le coup, jusqu'à ce que Kaiser présente des calculs prouvant que la prévention d'une seule perte de navire compenserait le surcoût de l'acier amélioré pour 50 bâtiments. En mars 1944, la nouvelle spécification fut approuvée. Vint alors la tâche titanesque de la reformation de la main-d'œuvre. Les chantiers de Richmond employaient plus de 90 000 travailleurs au début de 1944. Des milliers étaient des soudeurs formés en quelques semaines intensives, maîtrisant juste assez de technique pour tracer des cordons droits à la vitesse de production.
Il leur fallait désormais comprendre la séquence, la détente des contraintes et la gestion thermique. Kaiser établit des écoles de soudage au sein même des chantiers, retirant des soudeurs expérimentés comme Hamill de la ligne de production pour enseigner. Chaque soudeur reçut une carte numérotée de séquence pour chaque section de coque soudure, nervure 1 ici, Nerola 2, là sans jamais dévier de l'ordre prescrit. Le système de préfabrication s'étendit de façon spectaculaire. Plutôt que de souder de grandes sections sur les cales où la séquence était difficile à contrôler, les planificateurs de Kaiser divisèrent les Victory Ships en modules plus petits, construits dans des ateliers spécialisés. Une section de proue pouvait comporter 50 sous-ensembles préfabriqués, chacun soudé dans des conditions contrôlées selon des séquences optimales, puis détendus dans des fours avant l'assemblage final. Cette approche modulaire permettait aux soudeurs de travailler du centre de chaque petite section vers l'extérieur, exactement comme Hamill l'avait démontré sans les contraintes imposées par l'assemblage d'une coque entière. Les sceptiques trouvèrent des arguments lorsque la quille du premier Victory Ship fut posée en février 1944. La construction prit 18 jours plus lente que les records des Liberty. Les chantiers de Kaiser ne réalisaient non plus de miracles. Ils construisaient simplement à une vitesse impressionnante. Le deuxième Victory Ship prit 16 jours. Les critiques déclarèrent le programme voué à l'échec, preuve que qualité et rapidité étaient incompatibles. Kaiser les ignora. Il surveillait les rapports d'inspection des fissures, non les délais de construction. Les deux premiers Victory Ships ne montrèrent aucune fissure de contrainte après inspection. Non pas moins de fissures aucune. En avril 1944, le chantier Needle 2 de Richmond s'était transformé en une chorégraphie de précision, mêlant acier-feu et coordination humaine, chose impensable 2 ans plus tôt. Le chantier ne ressemblait plus à un site naval traditionnel. Il évoquait une immense usine d'assemblage divisée en zones de fabrication distinctes alimentant une aire centrale, où les coques prenaient forme à une vitesse stupéfiante. Kaiser avait emprunté à Henry Ford le concept de la chaîne de montage mobile. Mais au lieu que le produit se déplace, ce furent des équipes spécialisées qui tournèrent d'un poste fixe à un autre à intervalles minutés. Le processus commençait dans les hangars de préfabrication d'immenses structures couvertes, où les soudeurs travaillaient sur des sections de coques, ne dépassant pas 9 mètres dans leur dimension. Chaque section possédait sa carte de séquence spécifique. Un assemblage de plaques inférieures pouvait exiger 47 soudures individuelles, numérotées et codées par couleur. Les soudeurs commençaient toujours à la position numéro 1, c'est-à-dire au centre géométrique de la section, et progressaient vers l'extérieur selon un schéma spiralé ou radial. Les superviseurs parcouraient le plancher avec des listes de vérification, s'assurant que personne ne sautait une étape. Après chaque série de 10 soudures, la section était placée dans un four de détente, des contraintes chauffées à 2100 degrés, puis lentement refroidi. Ce procédé de recuit permettait à la structure cristalline de l'acier de se détendre, dissipant les tensions résiduelles avant qu'elles ne deviennent dangereuses. L'acier lui-même arrivait déjà découpé et préformé depuis des laminoirs reconfigurés, spécialement pour la production des Victory Ships. Contrairement aux Liberty Ships, où les ouvriers découpaient et façonnaient les plaques sur place, les composants des Victory Ships arrivaient prêts pour l'assemblage immédiat. Les sections de proue courbées étaient livrées préformées, selon des spécifications exactes. Les plaques de pont possédaient des trous prépercés pour un alignement temporaire. Les cadres étaient des ensembles présoudés. Ce travail de préparation, effectué dans des environnements d'usine contrôlés, éliminait les variables et garantissait une cohérence parfaite à travers des milliers de composants. L'assemblage sur les cales de construction suivait une séquence radicalement différente de celle des Liberty Ships.
Au lieu de commencer par la quille et de monter progressivement, les Victory Ships étaient assemblés à partir de grands modules, réunis presque simultanément. Les sections de salle des machines, de soute à cargaison de proues et de poupes, étaient construites en parallèle, puis soulevées par d'immenses grues portiques et positionnées en une seule opération coordonnée. Le 12 mai 1944, le chantier numéro 2 réalisa son assemblage le plus ambitieux, 17 modules majeurs, représentant 85% d'une coque complète, furent alignés et positionnés en seulement 11 heures. Les soudeurs relièrent ensuite ces modules en suivant les mêmes séquences, du centre vers l'extérieur. Mais cette fois, ils assemblaient des sections déjà détendues de leurs contraintes et non plus des éléments sous tension dès la construction. Le délai record de 5 jours devint réalité grâce à une optimisation implacable de chaque minute. Les équipes de nuit préparèrent les matériaux pour celles du jour. Des équipes spécialisées ne faisaient que vérifier l'alignement et la qualité des soudures, détectant les erreurs avant qu'elles ne se propagent. Les grues mobiles circulaient selon des itinéraires planifiés, livrant les composants aux stations de soudage dans des créneaux de 5 minutes. Les soudeurs travaillaient en rotation 30 minutes au chalumeau, 10 minutes de repos, maintenant une qualité constante, sans les erreurs dues à la fatigue des longues séances continues. Kaiser mit en œuvre ce qu'il appela la méthode du chemin critique, identifiant les tâches constituant des goulots d'étranglement et celles pouvant progresser en parallèle. Si l'installation des cadres prenait de l'avance, mais que la tuyauterie retardait, il redéployait immédiatement les ouvriers, maintenant un équilibre à travers toutes les phases de construction. Chaque retard, chaque écart par rapport au calendrier était documenté et analysé. Les réunions matinales examinèrent les performances de la veille, identifiant des solutions avant que les petits problèmes ne deviennent des retards catastrophiques. Le record fut atteint le 27 juin 1944. Le SS Benjamin Warner Victory Ship, coque numéro 23, fut achevé depuis la pose de la quille jusqu'aux essais en mer en 5 jours et 11 heures. Ce n'était pas un navire de démonstration simplifié, mais un cargo entièrement équipé, prêt au combat, doté d'armements défensifs, de systèmes électriques complets, d'une salle des machines opérationnelles et de chaque rivet, ou plutôt chaque soudure, exécutée selon les nouveaux protocoles de détente des contraintes. Il ne présentait aucune fissure de coque. Son inspection post-construction révéla des niveaux de contraintes parfaitement dans les marges normales. Lorsqu'il prit la mer pour sa croisière d'essai, le Warner se comporta sans faille, dans des conditions qui auraient brisé les premiers Liberty Ships. Le navire Victory, construit en 5 jours, ne représentait pas seulement la vitesse, il incarnait une refonte complète de la manière dont des machines complexes pouvaient être fabriquées lorsque les principes d'ingénierie s'alignaient sur la réalité pratique de la construction. L'observation de Bessie Hamill avait déclenché une transformation systématique de la construction navale industrielle. Les Victory Ships issus du système de production repensé de Kaiser étaient fondamentalement différents de leurs prédécesseurs Liberty. Bien que les observateurs occasionnels y voient des cargos similaires remplissant la même mission, les différences commençaient au niveau moléculaire et s'étendaient à chaque aspect du design et de la fabrication. Là où les Liberty Ships avaient été des solutions d'urgence, les Victory Ships étaient des réponses d'ingénierie conçues pour corriger chacune des failles écrites dans le sang des marins qui avaient sombré sur des coques fracturées dans les eaux glacées de l'Atlantique. La spécification améliorée de l'acier s'avéra cruciale. Le nouvel alliage appelé Killed Steel, parce qu'on y ajoutait de l'aluminium pour éliminer l'oxygène durant sa production, démontra une ténacité nettement supérieure à basse température. Les tests en laboratoire montrèrent que la température de transition, le point où l'acier passe du comportement ductile au comportement fragile, avait chuté d'environ 40 degrés bar, dans l'acier des Liberty Ships à environ 5 degrés bar, pour celui des Victory Ships.
Cette amélioration de 35 degrés signifiait que les Victory Ships conservaient leur flexibilité structurelle dans des conditions qui transformaient les coques des Liberty en coquilles fragiles. Le surcoût était de 8% par tonne, mais le gain en performance était tout simplement inestimable. Chaque détail structurel reflétait la nouvelle compréhension des concentrations de contraintes et de la propagation des fissures. Les coins arrondis des trappes, apparemment un simple changement esthétique, réduisaient les concentrations locales de contraintes de plus de 60%. Les calculs d'ingénierie montraient que les angles droits à 90 degrés des Liberty Ships créaient des multiplicateurs de contraintes allant de 3,5 à 4 fois la contrainte nominale de la coque. Les grands rayons des Victory Ships maintenaient ces multiplicateurs en dessous de 1,8. En pratique, cela signifiait qu'un impact de vague capable d'initier une fissure sur un Liberty Ship ne faisait que fléchir la coque d'un Victory Ship dans les limites normales de son élasticité. Les plaques de coque elles-mêmes furent installées avec des dispositifs d'arrêt de fissure intégrés à la structure. Plutôt que des soudures continues s'étendant sur des centaines de pieds, les Victory Ships incorporaient des joints rivetés à intervalles stratégiques. Ces points de connexion hybrides créaient des discontinuités intentionnelles, des endroits où une fissure en propagation rencontrait un joint mécanique, perdait de l'énergie et pouvait s'arrêter avant de traverser toute la coque. La conception admettait que des fissures pouvaient se former, mais elle intégrait de multiples mécanismes d'arrêt pour éviter toute propagation catastrophique. C'était une ingénierie défensive, prévoyant les modes de défaillance au lieu de supposer la perfection. Les cadres structurels furent doublés au point critique, créant des chemins de charge redondants. Si un cadre se fissurait, les cadres adjacents pouvaient supporter la charge jusqu'à ce que les réparations soient effectuées au port. Les Liberty Ships n'avaient aucune de ces redondances. Une seule rupture de cadre entraînait souvent un effondrement progressif, les charges se redistribuant sur des structures déjà fragilisées. Les Victory Ships pouvaient en subir des dommages qui auraient coulé un Liberty Ship, et néanmoins rester opérationnels rentrant au port sur des structures compromises, mais encore fonctionnelles. Les séquences de soudage, issues des observations de Hamill, furent codifiées en procédures détaillées, régissant chaque joint du navire. Les manuels d'instruction comptaient des centaines de pages, spécifiant non seulement la séquence, mais aussi la gestion thermique entre les soudures. Les soudeurs apprirent à surveiller la température interpass, c'est-à-dire la chaleur du métal de base entre deux passes successives. Si l'acier dépassait 400 degrés Prova, le travail s'arrêtait jusqu'à refroidissement naturel. Cela empêchait l'accumulation de chaleur qui, dans les Liberty Ships, provoquait de massives déformations, les soudeurs ayant parfois travaillé sans interruption sur de longues soudures, surchauffant l'acier jusqu'à le rendre tordu et chargé de contraintes. Le contrôle de la qualité devint obsessionnel. Chaque soudure achevée faisait l'objet d'un contrôle par particules magnétiques, une technique utilisant de la poudre de fer et des champs magnétiques pour révéler les micro-fissures invisibles à l'œil nu. Des tests ultrasoniques vérifièrent la qualité interne des soudures, garantissant une pénétration complète et l'absence de vide caché. Les inspections radiographiques examinaient les soudures structurelles critiques, produisant des enregistrements photographiques permanents de leur intégrité. Les navires n'étaient pas lancés, tant que les inspecteurs n'avaient pas certifié que chaque soudure répondait aux spécifications. Le taux de rejet fut élevé au début près de 15%. Des soudures échouaient à l'inspection sur les premiers Victory Ships. Mais les soudeurs apprirent vite. Dès la mi-1944, les taux de rejet chutèrent sous les 3%, preuve de l'efficacité des programmes de formation et de la clarté des nouvelles procédures. La preuve éclata en service opérationnel. Entre juin 1944 et la fin de la guerre en août 1945, 531 Victory Ships entrèrent en service. Aucun ne subit de rupture de coque catastrophique.
De petites fissures apparurent sur quelques navires des concentrations de contraintes détectées par inspection avant toute propagation. Ces fissures furent réparées selon les mêmes procédures de soudage à détente de contraintes, et les navires reprirent la mer. Le contraste avec les Liberty Ships était total et accablant. L'arithmétique humaine des Victory Ships contre les Liberty Ships s'écrivit sur 2 océans en 1944 et 1945 en vie sauvée et en mission accomplie qui, avec les anciens navires, se serait terminée en désastre. Le SS Wanda Fuka, un Victory Ship, heurta une mine au large d'Okinawa en avril 1945. L'explosion ouvrit une brèche de 6 mètres dans sa coque sous la ligne de flottaison. L'équipage s'attendait à la propagation fatale de fissures qui avaient tué tant de marins sur les Liberty Ships. Au lieu de cela, la fracture s'arrêta au 1er juin riveté anti-fissure. Il regagna le port par ses propres moyens, fut réparé en 6 jours et reprit le service. Un Liberty Ship subissant des dégâts identiques. Le SS Richard Hovey fut frappé par une mine en février 1945, se fissura sur près de 30 mètres, cassa sa quille et coula en 14 minutes, emportant 37 membres d'équipage. La logistique de la campagne du Pacifique aurait été impossible sans la fiabilité des Victory Ships. En juin 1944, les forces américaines avançaient à travers le Pacifique central, vers les Philippines et en fin de compte vers le Japon. Chaque progression insulaire exigeait le transport de millions de tonnes de ravitaillement sur des milliers de kilomètres d'océan. Les Liberty Ships pouvaient effectuer ces voyages, mais leur fragilité structurelle imposait des cargaisons réduites, par mer agitée des vitesses moindres pour limiter les contraintes sur la coque, et le risque constant d'une rupture fatale loin de tout secours. Les Victory Ships naviguaient à pleine charge à leur vitesse de conception de 15 nœuds 3, de plus que les Liberty Ships, à travers des mers sujettes au typhon, sans la peur paralysante qu'une nuit froide et des vagues puissantes puissent fendre la coque. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes entre le débarquement de juin 1944 et la capitulation du Japon. En août 1945, les Victory Ships transportèrent plus de 18 millions de tonnes de cargaison sans aucune perte due à une défaillance structurelle. Ils naviguaient dans les convois de l'Atlantique Nord, où la température de l'eau descendait régulièrement sous les 35 degrés à 20, des conditions qui avaient fracturé des dizaines de Liberty Ships. Ils empruntèrent les routes arctiques, vers Mourmansk, transportant les cargaisons du programme Lend-Lease, destinées à l'Union soviétique, là où les eaux proches du point de congélation rendaient les Liberty Ships terriblement vulnérables. Le SS Hobart Baker, un Victory Ship, effectua 17 traversées de Mourmansk sans la moindre fissure de contrainte. Le Liberty Ship John Walker, empruntant la même route, développa des fissures dès son second voyage et fut définitivement retiré du service arctique. Le moral des équipages se transforma lorsque les marins furent transférés des Liberty Ships vers les Victory Ships. Les témoignages recueillis après la guerre révèlent le poids psychologique que représentait le service à bord de navires connus pour se briser spontanément. Les marins marchands évoquaient une angoisse constante, surtout par temps froid. Le sommeil était difficile, chaque gémissement de la coque pouvant annoncer une rupture imminente. Certains demandèrent à être mutés, d'autres refusèrent tout simplement d'embarquer sur certains Liberty Ships dont l'historique de fissuration était connu. Les Victory Ships restaurèrent la confiance. Les équipages poussèrent ces navires à leurs limites conscients qu'ils pouvaient encaisser les chocs. Cette confiance se traduisit par une efficacité opérationnelle accrue. Rotation portuaire plus rapide, navigation par mauvais temps, manœuvres audacieuses sous les attaques aériennes. La bataille du golfe de Leyte, en octobre 1944, démontra la résilience au combat des Victory Ships dans des conditions qui auraient anéanti les Liberty. 16 Victory Ships soutinrent la flotte d'invasion, transportant munitions, carburant d'aviation et matériel à travers les typhons et les attaques kamikazes. Le SS Kyle Johnson
subit des dégâts dus à une bombe tombée à proximité. Les plaques du pont se gondolèrent, 3 cadres se fissurèrent. Il continua pourtant ses opérations, déchargeant sa cargaison sous le feu pendant 4 jours, avant de se retirer pour réparation. La redondance structurelle et les dispositifs d'arrêt de fissure empêchèrent les dommages mineurs de se transformer en catastrophes. Les Liberty Ships, subissant des dégâts similaires, devaient souvent être abandonnés, les fissures se propageant au-delà de tout contrôle. Le calcul économique était brutal, mais limpide. Chaque Liberty Ship coûtait environ 2 millions de dollars à construire. Les Victory Ships, de 2,6 à 2,8 millions, environ 30% plus chers. Mais un Liberty Ship avait 4-6% de probabilité de subir une rupture structurelle catastrophique au cours de sa vie, selon les taux d'échec constatés jusqu'en 1944. Ces ruptures tuaient en moyenne 18 membres d'équipage et détruisaient des cargaisons valant 3 à 5 fois le coût de construction du navire. Le taux d'échec nul des Victory Ships signifiait que les 600 000 $ supplémentaires étaient récupérés en moins de 6 mois de service, simplement grâce à la suppression du risque et à la réduction des primes d'assurance. À la fin de la guerre, les marins marchands avaient un dicton sombre pour résumer la différence. Les Liberty Ships étaient construits au mille et découpés à la verge. Les Victory Ships étaient construits au pouce et mesurés à l'année. Ces pouces, cette minutieuse attention portée à la séquence de soudage. Ce contrôle, qualité obsessionnelle, ces arrêts de fissures, conçus avec précision, signifièrent des décennies de service au lieu de prières désespérées, chaque fois que la coque gémissait dans les mers glacées. Bessie Hamill retourna à la vie civile en 1946 sans cérémonie ni reconnaissance, hormis une lettre de félicitations de son contremaître de chantier. Elle ne reçut aucune médaille, ne témoigna jamais devant le Congrès et ne vit jamais son nom apparaître dans les publications techniques qui plus tard relatèrent la révolution du soudage qu'elle avait initiée. Le monde de l'ingénierie s'appropria ses découvertes, les reformula dans un langage mathématique et académique, et les publia comme si elles provenaient de recherches en laboratoire plutôt que de l'observation pratique d'une soudeuse de nuit. Pendant des décennies, les manuels de soudure enseignèrent la séquence de détente des contraintes sans jamais mentionner la femme qui avait la première compris sa nécessité en observant les plaques de coque se tordre sous son chalumeau. Pourtant, son héritage imprègne encore aujourd'hui l'ingénierie moderne bien au-delà de la construction navale. Chaque structure soudée, construite de nos jours gratte-ciel, pipeline réservoir sous pression, suit des protocoles de séquençage directement issus des procédures mises au point au chantier de Richmond en 1944. Le Code de soudage structurel de l'American Welding Society, publié pour la première fois en 1947, rendit obligatoire les séquences de soudage du centre vers l'extérieur et les exigences de détente des contraintes. La construction du pipeline Trans-Alaska, dans les années 1970, s'appuya explicitement sur les méthodes des Victory Ships pour prévenir les fissures dues au froid arctique. Ces 1280 km d'acier soudé, transportant du pétrole chaud à travers des températures inférieures à zéro, existent parce que les ingénieurs avaient compris les leçons enseignées par Hamill. La construction des ponts modernes hérita des mêmes principes. L'effondrement du pont de Point Pleasant en Virginie-Occidentale en décembre 1967, qui fit 46 morts, eut pour cause contributive la présence de contraintes résiduelles, dû à un soudage mal séquencé. L'enquête révéla que les soudures exécutées sans respect de l'ordre approprié avaient emprisonné des concentrations de contraintes dans les éléments structurels. Les révisions du code post-catastrophe rendirent obligatoires les protocoles de séquençage et d'inspection inaugurés par les Victory Ships. Chaque pont soudé, construit depuis, incorpore ces exigences. Le renforcement sismique du pont du Golden Gate dans les années 1990, qui ajouta des milliers de tonnes d'acier soudé,
utilisa des séquences de soudage modélisées par ordinateur pour minimiser les contraintes résiduelles, une version sophistiquée de ce que Hamel avait démontré à la main sur des plaques d'essai en 1943. L'industrie pétrolière offshore a pris la leçon à plusieurs reprises, souvent trop tard. La catastrophe de la plateforme Alexander Kielland en Norvège en 1980 coûta la vie à 123 travailleurs lorsque la structure chavira en partie à cause de fissures de fatigue propagées à partir de soudures exécutées dans un ordre incorrect. L'explosion de la plateforme Piper Alpha en 1988, qui tua 167 hommes, débuta elle aussi par une fissure dans un raccord de tuyauterie soudé où s'étaient accumulées des contraintes résiduelles. Chaque désastre poussa les enquêteurs à examiner les procédures de soudage, et chaque enquête redécouvrit les principes que la construction des Victory Ships avait déjà prouvés 40 ans plus tôt. Les normes modernes de l'industrie offshore exigent désormais un traitement thermique de détente pour toutes les soudures critiques, un écho direct des fours que Kaiser avait installés dans les ateliers de préfabrication de Richmond. Les cuves sous pression des réacteurs nucléaires contenant les cœurs soumis à des températures et des pressions extrêmes représentent l'application ultime du soudage à détente de contrainte. Les gigantesques enveloppes d'acier entourant les réactions nucléaires ne peuvent tolérer aucun point d'amorçage de fissure. Les séquences de soudage des cuves de réacteurs sont planifiées avec une précision informatique, simulant les effets thermiques et les tensions résiduelles avant même la première soudure. L'ensemble du récipient subit ensuite un traitement thermique complet dans d'immenses fours, exactement comme les sections des Victory Ships, éliminant ainsi les contraintes susceptibles de devenir des points de défaillance. Les ingénieurs qui mirent au point ces procédures dans les années 1950 étudièrent explicitement la construction des Victory Ships comme référence fondamentale. L'observation de Hamill transforma radicalement la manière dont les ingénieurs perçoivent les processus de fabrication. Avant les Victory Ships, la conception et la construction appartenaient à deux domaines séparés. Les ingénieurs concevaient, les ouvriers fabriquaient, et les deux groupes communiquaient rarement sur la façon dont les méthodes de construction influençaient la performance structurelle. Les Victory Ships prouvèrent que la séquence de fabrication était aussi cruciale que la sélection des matériaux ou le design lui-même. L'enseignement de l'ingénierie moderne intègre désormais les procédés de fabrication comme partie essentielle des cours de conception. Les étudiants apprennent qu'un design parfait exécuté avec une mauvaise séquence de fabrication donne un résultat inférieur à une conception modeste réalisée selon des procédures correctes. Le délai de construction de 5 jours, aussi impressionnant fût-il, n'était pas le véritable exploit. Les chantiers de Kaiser auraient pu maintenir indéfiniment la cadence des Liberty Ships, lançant des navires défectueux qui semblaient navigables jusqu'à leur rupture. Le vrai miracle fut d'avoir ralenti le rythme pour bien faire, d'avoir eu le courage d'arrêter la production et de redessiner les procédés sur la base de l'intuition d'une soudeuse qui contredisait les pratiques établies. Cette volonté d'écouter les travailleurs de terrain, d'admettre que la théorie avait omis quelque chose d'essentiel et de repenser les systèmes à partir de la réalité observée, plutôt que d'hypothèses défendues, voilà la véritable révolution. Toutes les méthodologies modernes de production du Six Sigma à la ligne production, en passant par la gestion totale de la qualité, intègrent ce principe. L'ouvrier qui observe le processus voit souvent ce que l'ingénieur derrière son bureau ne peut percevoir. Bessie Hamill mourut en 1987 à Sacramento. Son avis de décès mentionnait seulement qu'elle avait travaillé dans les chantiers navals pendant la guerre. Pourtant, chaque structure soudée existant aujourd'hui, chaque pipeline traversant des terres gelées, chaque cuve sous pression contenant des forces dangereuses, chaque pont enjambant les rivières, porte son héritage dans leur soudure séquencée et leurs joints détendus de leurs contraintes. Un témoignage silencieux à la soudeuse qui osa demander pourquoi les navires se brisaient et refusa d'accepter que « c'est comme ça qu'on fait ».